C'est parti. Du coup, bonsoir à tous et merci déjà pour votre présence et merci à Olivier et Laurent d'avoir organisé ce meet-up virtuel. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de comment lancer une application mobile serverless en utilisant un framework Amazon AWS qui s'appelle Amplify. Je vais vous raconter un peu l'histoire, comment j'ai découvert ce framework. Je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Khalid Bouraba, je travaille chez Scalian et en mission chez Orange pour l'instant. Et je fais du traitement de données et Big Data. Du coup, ça n'a rien à voir avec ce que je vais vous présenter ce soir. Et pendant mon temps libre, j'essaie de découvrir de nouvelles technologies et je fais du dev mobile pour le plaisir. Donc, la structure de cette présentation, je vais d'abord commencer par parler des différentes difficultés que rencontre un dev mobile et plus particulièrement les profils front-end. Ensuite, je vais parler des mobile backend as a service. Et finalement, je vais parler de AWS Amplify avec une petite démo. Euh, alors, on sait tous que tout appelé mobile est composé d'un front-end et un back-end. Et il y a une bonne partie des devs mobiles qui sont plutôt des profils front-end. Et du coup, en tant qu'un front-end, il faut livrer rapidement pour devancer la concurrence, respecter les délais, les budgets. Et la plupart des profils front-end n'ont pas de connaissances en termes de développement back-end. Et du coup, développer un back-end de zéro s'avère compliqué, lent et coûteux. Et du coup, il y aura sûrement des, des retards et des dépassements de budget. Euh, ok. Ce que je viens de citer peut s'appliquer aussi pour les devs full stack, en fait, qui veulent sortir rapidement MVP ou un POC et qui ne veulent pas tout simplement se casser la tête avec tout ce qui est dev backend. Donc, avant de commencer en fait d'implémenter son propre backend, il faut se poser les questions suivantes. On commence par le plus important. Est-ce que mon backend va être sécurisé? Combien de temps, argent la phase de dev va me coûter? Qui va maintenir les serveurs qui hébergent ce backend? Sera-t-il performant? Comment implémenter les exigences RGDP? Et question aussi importante, la scalabilité au cas où mon application mobile devient très utilisée. Donc, en essayant de répondre à ces questions, il y a quelques années, j'ai découvert ce qu'on appelle les backend as a service ou mobile backend as a service. C'est des outils, des solutions qui offrent aux développeurs des fonctionnalités prêtes à s'utiliser. Il suffit juste de déployer la solution avec un peu de paramétrage et tu as un backend prêt à utiliser pour ton appli mobile. Donc, ils permettent de bien réduire la phase de dev de l'appli mobile. En plus, ces outils peuvent être intégrés avec pas mal de techno de développement via les SDK qu'ils proposent. Donc, parmi ces fonctionnalités proposées, on retrouve le stockage de fichiers, les push notifications, les créations des API GraphQL ou REST, bases de données, gestion des utilisateurs, etc. Il existe plein de solutions de ce genre dans le marché. Personnellement, j'en ai essayé deux. La première, c'est Strapi. C'est une startup parisienne qui commence à avoir du succès actuellement et qui propose les fonctionnalités que je viens de citer. Et en fait, c'est une solution qui est déployable sur le serveur et via l'admin panel de ce backend, le développeur il peut créer des API à la volée, gérer les utilisateurs, l'authentification, etc. Euh, la deuxième solution, c'est Parse. Pardon. C'est un backend qui appartenait avant à Facebook, avant de devenir open source en 2017. Et pareil, c'est un backend qu'on déploie sur un serveur et qui nous offre beaucoup de fonctionnalités intéressantes et prêtes à utiliser. Il s'intègre à peu près avec tous les technos qu'on connaît.
et il propose pas mal de SDK, comme vous voyez sur l'écran. Je pense qu'Olivier, tu m'as dit que tu as déjà travaillé avec Parse, c'est ça? Ouais, moi j'avais. Parce qu'en fait, avant que c'était Facebook, mais encore avant Facebook, en fait, c'était un produit indépendant. Et donc j'ai fait quelques projets avec Parse, et c'était bien pratique à l'époque. Euh, on vient sur la présentation. Du coup, en fait, Strapi, Parse sont d'excellentes solutions, mais en fait ne répondent pas vraiment à toutes les questions que j'ai posées auparavant. Avec ces solutions, en fait, euh, je dois toujours déployer moi-même ce backend sur un ou plusieurs serveurs, maintenir ces serveurs. S'il y a du load balancing à faire, il faut le faire, etc. Et en fait mon but, c'était de m'affranchir de tous ces problèmes. Euh, voilà. Donc, étant pas satisfait, je suis tombé sur ce framework d'Amazon qui s'appelle Amplify. Déjà, juste en lisant la définition donnée par Amazon à ce produit, on voit déjà qu'il répond à toutes les questions que j'ai posées au début de la présentation. Il est fait pour les devs mobiles et plus particulièrement pour les profils front-end. Et il est rapide, sécurisé et scalable. En fait, le framework Amplify permet aux développeurs d'utiliser très facilement les services AWS et les intégrer dans son appli mobile grâce à son CLI, comme le montre le schéma. Et donc, avec Amplify, le développeur mobile il aura accès à une infrastructure complète pour faciliter le dev de son appli et d'intégrer facilement les services AWS. Quand je dis service AWS, c'est par exemple pour tout ce qui est gestion des utilisateurs et authentification. On connaît tous AWS Cognito. Pour créer des API GraphQL, c'est App5. Le framework qui supporte React Native, Angular, Ionic, Vue, etc. Il propose les push notifications, le stockage cloud. Il propose même si on veut faire du machine learning, c'est facile, sécurisé et surtout autoscaling. Donc, comment ça marche? Il suffit juste d'avoir un compte AWS et d'installer le CLI avec NPM. Il faut le configurer et le lier avec le compte AWS, c'est facile à faire. C'est avec la deuxième commande ici, Amplify Configure. Après, Amplify Init, c'est pour initialiser le framework Amplify dans un projet React Native ou autre. Amplify Add, c'est pour ajouter un service AWS dans notre appli. Par exemple, pour tout ce qui est gestion utilisateur et authentification, c'est le service hôte. Si on veut créer une API, c'est API. Si on veut un stockage, c'est storage, etc. Et finalement, Amplify Push, c'est pour déployer dans le cloud Amazon. Donc je passerai du coup à la démo. Pour la démo, je vais pas, on va partir d'une appli React Native statique et on va essayer d'intégrer l'authentification. Donc j'ai une application Expo React Native que je vais lancer d'ailleurs. Donc c'est une appli statique là pour l'instant. On passe d'une page à l'autre. Il y a juste l'inscription et le login.
Donc, on va essayer d'intégrer le service d'authentification d'Amazon via le framework Amplify. Donc, comme je vous ai montré, ça c'est la structure du code du projet avant rajouter Amplify. Pour ajouter Amplify, comme je montrais dans les slides, on fait un simple Amplify int. Donc là, il me demande le nom du projet, je vais laisser comme ça. Après, dans le Amplify, il y a la notion d'environnement. On peut créer plusieurs environnements, de dev, pré-prod, d'intégration, ce que vous voulez. Et on peut switcher sur ces environnements, les lier à des branches Git, faire du CI, CD, enfin, il y a plein de trucs à faire. Ici, on choisit l'éditeur par défaut. JavaScript, React Native, je vais laisser par défaut tout ça. Et dans cette partie, il va juste me demander si je veux utiliser un profil AWS. C'est la première étape qu'il faut faire, Amplify Configure, mais je l'ai déjà fait, du coup je vais choisir ce profil. Comme ça, il se connecte avec mon compte AWS. Donc là, il est en train d'initialiser les ressources dans le cloud Amazon. Et du coup, on va regarder la structure du projet après. Du coup, on voit qu'il a rajouté un dossier Amplify, où dedans, on voit plein de dossiers, des fichiers, avec voilà, tout ce qui est lié à Amplify. Après, du coup, on veut rajouter le service d'authentification d'Amazon. Du coup, on va faire Amplify, add auth. Donc là, en fait, il me demande de choisir la configuration que je veux. Et la deuxième, je pense, c'est pour faire pour la liaison avec les réseaux sociaux. Pour l'instant, je vais prendre celle par défaut. Je vais choisir email comme identifiant. Et voilà. Donc, c'est fait. Là, tout ce que je viens de faire, c'est en local. Et si je vais dans ici, je vais voir qu'il m'a rajouté une ressource hot. Donc, il l'a bien créé avec tous les paramètres qui vont avec. Après, on va coder un petit peu. Là, je vais installer vite fait les deux librairies pour que mon code React Native puisse s'intégrer avec AWS. Et la deuxième. Ok, du coup, je vais montrer le code. Dans le app.js, il faudra juste, on va appeler une méthode qui s'appelle configure pour que notre appli puisse interagir avec le framework Amplify dans le app.js. Après, je vais partir de l'écran d'inscription. Voilà, j'appelle ce module-là hôte de la librairie que je viens d'installer. Je vais commenter ça.
Et donc, pour faire l'inscription, on appelle juste cette méthode sign-up du module hôte qu'on vient d'importer et lui donner enfin, toutes les informations qu'on a. Enfin, l'email, le password et les autres attributs. Là, pour l'instant, j'ai fait que username, password et name. Je vais décommander un autre truc. Donc, je vais faire pareil pour les autres écrans. Celui-là, c'est l'écran de login. Pareil, c'est la méthode de sign in. Et pour finir, quand en fait, on s'enregistre via le service AWS, en fait, il y a un code de confirmation qu'on reçoit par mail. Et cet écran, il sert à ça. Ok, du coup, je reviens ici. On peut faire un amplify status pour voir ce qu'on a créé. Là, on voit que je suis sur mon environnement de dev, que j'ai une ressource haute avec ce nom qui est dans l'état à créer. Et pour l'instant, elle est en local. Pour la publier, on fait un amplify push. Donc, amplify push, ça va prendre tout ce qu'on vient de faire et le déployer sur le cloud Amazon. Ça va prendre quelques minutes et j'en profite pour vous montrer à quoi ressemble. Ça, c'est la console Amazon, on voit tous les services. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre nous utilise déjà AWS. Euh, donc, donc, le service qu'on va utiliser, c'est comme j'ai dit, c'est Cognito. Et il permet de gérer les utilisateurs, leur authentification, etc. Et là, on voit bien que ma ressource, elle est en train d'être déployée sur le cloud. Après, on peut créer des groupes d'utilisateurs. Pour les attributs, moi j'ai pris que email et nom, on peut choisir pas mal, définir si c'est obligatoire ou pas, on peut rajouter des attributs personnalisés. Après, il y a la notion qui est pas mal, c'est la notion de déclencheur, trigger. C'est de déclencher des événements suite à, par exemple, si quelqu'un s'inscrit sur mon appli, je déclenche un événement qui, par exemple, envoyer un mail pour dire bienvenue, etc. Et c'est des fonctions lambda qu'on définit aussi via Amplify. Voilà, il y a pas mal d'événements qu'on peut déclencher. Ah, c'est encore. Voilà, c'est fini.
Du coup, là, en fait, je vais relancer l'appli. Donc, je vais m'inscrire. Donc, normalement, je reçois un code de confirmation. Voilà. Donc là, c'est fait. Si on revient ici, sur ma console AWS, on voit bien qu'il y a un utilisateur qui vient d'être créé. On peut voir qu'il est bien confirmé, son email, etc. Et du coup, là, je vais me connecter. Ah, l'effet démo. T'as un blanc, non? T'as un blanc, ouais. Ouais. Donc voilà, ça fonctionne. Si je viens ici, j'ai tout. Ça, c'est le retour. C'est l'objet user que le service me renvoie. On voit bien que j'ai un JWT token que je peux utiliser. Enfin, j'ai toutes les infos concernant l'utilisateur que je peux utiliser après dans le cycle de vie de la connexion. Euh, voilà, voilà. Voilà pour la démo. Cool. Il y a autre chose que tu voulais couvrir? Je vais juste faire une petite conclusion. Donc avec ce framework, donc on n'a pas de serveur à maintenir. On peut sortir un produit très rapidement. Ça réduit la complexité technique de la solution. Le packaging et le déploiement, c'est très facile. Par contre, le produit, il n'est pas très ancien. Il a été lancé en 2017 et il y a pas mal de bugs. Il y a pas mal de bugs, mais l'équipe AWS travaille dur pour les corriger. Voilà, merci. Si vous avez des questions. Ouais, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez soit les mettre dans le chat ou vous pouvez même unmute votre caméra, votre micro et poser votre question. Et moi, je vais commencer avec la première question. Dans le projet, est-ce que toi, tu as vu éventuellement des limitations ou des problèmes avec l'utilisation que tu as fait d'AWS Amplify? Oui, en fait, là, je travaille sur une appli mobile. Et la limitation que j'ai trouvée, c'est quand on définit, c'est un peu plus poussé, c'est quand on définit des API GraphQL et qu'il y a en fait, des relations many-to-many entre nos classes. Là, ça commence à devenir compliqué, il y a pas mal de bugs. Okay. Cool. Et voilà, je suis pas encore expert dans. Ça viendra, Je maîtrise pas bien, mais il y a pas mal ouais, j'ai rencontré pas mal de limitations. J'ai une petite question, s'il te plaît. Oui. Oui, c'est Mustapha. Merci pour la présentation. C'est très intéressant. Et en plus, je voulais juste savoir si, en fait, pour des gros projets, là où il y a du back-end, là où il y a des règles métiers,
Est-ce qu'on peut se Oui. baser sur ça? Dans ce que j'ai compris, ce sera plus simple pour faire un POC parce que c'est rapide, mais plus on a des règles métiers, des définitions de type de base de données, d'avoir vraiment quelque chose de in-house, ce sera plus intéressant. Enfin, ça dépend en fait. J'ai vu des exemples de grosses applications qui sont basées sur Amplify. Après, enfin, là en fait, quand tu utilises Amplify, tu n'auras pas le choix de définir tout ce qui est environnement technique. Par exemple, pour la base de données dont tu viens de parler, en fait, là, tu es obligé d'utiliser DynamoDB de Amazon. C'est une base de données Ouais, graph, il faudra maîtriser quoi, le sujet. Quoi. Enfin, c'est ça parmi les inconvénients, c'est que voilà, tu es obligé d'utiliser tout ce qui va avec la stack. ok. Et Donc, après, il y a aussi. Vas-y, ouais, Mustapha. ouais, merci. Et donc, en fait, grosso modo, si l'application, tu veux te décharger carrément de toute la partie métier, tu passes par Amplify, ça sera simple. Mais Oui, dès qu'on veut un peu plus du détail et de maîtrise sur l'appli, on va rester plus sur ce qu'on fait actuellement avec Spring Boot ou avec d'autres Node.js ou autres. ouais. Bah, ouais, carrément. Là, si tu utilises Amplify comme backend, bah, tu perds totalement la maîtrise de ton backend, quoi. Tu vas te concentrer sur le code métier à l'intérieur de ton appli, mais après, tout ce qui se passe en dehors, ben, tu ne maîtrises pas, quoi. Après, à Ok, savoir qu'en utilisant AWS Amplify, vous avez aussi accès à tous les services d'AWS qui vont avec. C'est ça, Et c'est toute très intéressant. la logique serverless ou même serveur que vous pouvez mettre en place. Après, c'est juste que si vous avez des choses plus compliquées, il faut faire les choses plus compliquées sur les serveurs AWS ou sur d'autres. Mais ça reste possible. super, merci. Merci. On a une autre question. Et une petite question. La scalabilité, donc, elle est gérée avec tous les outils AWS sur étagère. Est-ce que tu as un contrôle là-dessus ou ils se débrouillent en fait pour. Oui, en fait, c'est comme j'ai dit, c'est auto-scaling. Enfin, tu définis l'auto-scaling et après, enfin, c'est automatique. T'as rien à faire. T'as rien à faire. Et est-ce que tu as des outils, j'imagine que tu dois avoir sur la console, tu peux voir ce qui se passe sur ton back-end en termes de charge, tout ça. Oui, oui, il y a enfin, via console, t'as du monitoring sur tes applis. Tu peux, enfin, D'accord. ouais, je sais plus où. Tu peux voir le nombre de requêtes en temps réel, Ouais, ouais. euh, enfin tout. D'accord, d'accord, ok. Ah ouais. Une autre question? Oui. Moi j'ai une petite question, je sais pas si quelqu'un était dans la file d'attente ou pas. Vas-y, vas-y. Ouais, deux petites questions. Alors ouais, Khalid, merci pour ta présentation. Est-ce que tu pourrais nous donner une idée un peu aux gens qui n'ont jamais touché à AWS comme moi et qui trouvent que ça a l'air hyper compliqué avec leurs 300 et quelques services différents. Ça part dans tous les sens, on ne sait pas trop vers quoi se tourner, par où commencer. Il faut combien de temps à peu près pour commencer à comprendre un peu comment une console AWS marche et pour lancer une appli, un back-end basique avec de l'authentification et puis une petite base de données? Alors, enfin, en termes de temps, je saurais pas te dire, mais en fait, oui, comme tu as dit, il y a 300 000 services AWS, je les maîtrise pas tous. Moi, je me suis concentré sur celui-là de Amplify. Après, je sais pas, pour te donner une estimation, peut-être un mois, 2 mois. Mais comme je vous ai montré là, en 15 minutes, on a intégré l'authentification. Enfin, ça devient très facile.
Et l'autre question, c'est est-ce que tu avais regardé ce qui se faisait du côté de Firebase? Parce que je pense qu'ils concurrencent un peu toutes ces Oui, fonctionnalités-là dont tu as parlé. Je pense qu'il y a l'équivalent chez eux, chez Google. vite fait, non, j'ai pas bien regardé Firebase de Google. Il y a l'équivalent. Ouais, ouais. Ouais, ouais, je sais. C'est juste une question qui joint celle de Sébastien. En termes de coût d'une application, en termes de pricing, est-ce que tu as une ordre d'idée, par exemple, développer une application et le déployer, combien ça doit coûter? Euh, alors, non, je peux pas te répondre comme ça, mais en fait, il y a les grilles de pricing, tu peux les voir sur AWS. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, ce qui est bien avec quand tu fais du serverless, c'est que, en fait, si par exemple, pendant la nuit, personne n'utilise ton appli, personne ne fait de requête, bah, tu payes rien. En fait, tu payes à la requête. Par contre, par exemple, si tu as des serveurs que tu lâches toi-même chez toi, bah, tu dois payer l'électricité, enfin, tout ça, quoi. Alors que quand tu fais du serverless, tu payes à la consommation. Si ton appli n'est pas utilisé, bah, tu payes rien. C'est à la requête. Chaque service de AWS a ses propres grilles de facturation. Pour, euh, pour la base de données, c'est en fonction des lignes que tu insères. Pour App5, c'est le nombre de requêtes par seconde que tu fais, etc. Franchement, je trouve pas très cher leur offre. Merci. Je sais pas si ça répond à ta question. Ouais, ouais. Je me permets, Khalid. Oui. Grégory. Tu disais tout à l'heure, ce type de service, c'est super pratique quand tu veux développer très rapidement. On peut penser par exemple de faire un prototype assez rapidement, en quelques jours, voire en quelques semaines, Mhm. avec les différents services qu'AWS propose. Ma question, c'est, bon, une fois que le prototype est fait et que tu veux sortir d'AWS, compliqué ou pas? Bah, c'est ça le piège. Une fois que tu es dedans, bah, tu peux pas. Ok, vraiment impossible d'en sortir. C'est-à-dire, tu peux même pas extract, par exemple, ta base user et compagnie. Bah, la base user, c'est DynamoDB et enfin, il y a personne qui utilise DynamoDB à part AWS, quoi. Enfin, c'est leur propre base de données. Ouais, mais tu peux faire un dump Une fois de que tu es données si tu as dedans, envie. bah, tu peux pas sortir. C'est un peu fait pour capter des utilisateurs, hein. Bah, c'est ça, ouais. C'est ça Tu l'objectif. peux, tu peux exporter les données quand même. Ouais, C'est tu peux exporter les pas. données. Enfin, tu payes, mais On peut faire un backup. Voilà, c'est un minimum. Ouais, c'est le minimum du minimum, on dira. Il y avait Costa dans le chat qui avait une question autour de l'autoscaling. Est-ce que tu veux préciser ta question, Costa? Je suis pas sûr dans quelle je direction tu voulais vois aller. pas. Il disait quand tu définis l'autoscaling, c'est de quel ordre? Ah, il dit OK. Alors, si tu as moyen de mettre ton micro. Déjà, pour l'instant, j'ai pas encore utilisé cette fonctionnalité de scaling. Je sais que, enfin, ça existe et que, enfin, tu peux la définir, je pense, en fonction des services de AWS. Et après, en fait, tu n'as vraiment rien à faire, quoi. C'est AWS, en fonction de la charge, il commence à instancier d'autres conteneurs, d'autres serveurs, etc. pour répartir la charge. Mais c'est transparent pour le développeur. La seule chose à faire, c'est payer la facture à la fin du mois. C'est payé, ouais. En fait, l'autoscaling, ça, c'est pas pour les services managés, quoi. Parce que, par exemple, tu vois, Dynamo, c'est un service purement managé, donc c'est AWS qui gère de bout en bout. Oui, c'est ça. Par exemple, EC2, tu vas provisionner un serveur. Donc, tu vas provisionner un type de serveur, une machine. Tu vas dire, ouais, je veux une M3, une M4 qui a un coût par heure. Et Mhm. après, l'autoscaling, c'est de dire, en fait, quand il y a 80% de cette ressource qui est utilisée, il faut m'en D'accord. démarrer une autre.
Donc, en fait, c'est la différence entre les services totalement 100% Managé. managés, le serverless, et les services qui ne sont pas totalement managés. Donc après, par exemple, pour EC2, voilà, c'est en fonction du compute. Généralement, voilà, si tu as 80% de compute, tu vas te dire, bah, écoute, démarre-moi une nouvelle instance pour répartir la charge. Tu peux le faire par exemple sur RDS aussi, où tu as des serveurs. En fait, ça va dépendre de, voilà. Et dans une optique serverless, il ne va pas y avoir d'autoscaling. L'autoscaling, en fait, il est géré totalement par AWS et toi, tu n'as rien à gérer. C'est ça. Merci. Exactement, c'était de dire tu payes quoi, et tu payes au nombre de requêtes. Après, voilà, c'est la tarification. Est-ce qu'on a une autre question? Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Mickaël, pragmatique. En fait, j'avais 3 autres questions là-dessus pour revenir sur le coût. Khalid, est-ce que tu as un retour, par exemple, parce que tu as déjà déployé une application, et tu pourrais nous dire, voilà, dans ce cas-là, combien ça te coûte par utilisateur? Même si c'est pas forcément comparable d'appli à appli, en fonction de ce que ça se consomme, mais si tu as juste un ordre d'idée. Non, pour l'instant, j'ai pas encore d'appli en prod, du coup, je pourrais pas te dire. Mais est-ce qu'on a quelqu'un dans l'audience qui a des données là-dessus? Ouais, tu as des outils sur la console AWS pour simuler des pricing. Je pense que tu as tout ce qu'il faut pour. là, par exemple, on peut voir un exemple ici. Dans une startup, une équipe de dev de 5 développeurs se charge d'une application comptant 300 utilisateurs actifs quotidiens. Frais de création, de déploiement, enfin, frais mensuels, ça te revient, enfin, dans cette configuration-là, ça te revient à $8 par mois. Pour tous les utilisateurs? Pour 300 utilisateurs. Exemple 2, 10 000 utilisateurs actifs. Ouais, donc ouais, vu comme ça, c'est assez aguichant. Ça fait 70 par mois. Ouais, c'est pas du tout excessif. Ouais, en fait, c'est vraiment, enfin, c'est un peu le nerf hein, du truc AWS aussi. Enfin, tu peux vraiment démarrer et ça coûte vraiment pas cher. Et voilà, Amazon, ils sont assez forts au niveau marketing. Faire des trucs comme ça, ça fait un peu promo, c'est pas cher et c'est vraiment intéressant. Après, enfin, ça monte assez vite en fait. Ça monte assez vite si tu as du storage, le compute et la bande passante aussi. D'accord. Bah après, l'idée, c'est que si ça monte, normalement, tu as un business derrière qui va ramener des cash flows. Voilà, exactement. Donc après, normalement, mais il va monétiser ses utilisateurs. Voilà, mais bon, après, enfin, quand tu commences, demander, c'est vraiment difficile. Hein. Moi, j'ai travaillé avec, moi, je suis plutôt côté vraiment AWS DevOps. Et moi, j'ai travaillé avec des boîtes où tu commences à avoir, voilà, 20 000 euros par mois. Et voilà, c'est quelque chose qui se fait, voilà, d'optimiser ta facture, quoi. Et juste une question pour ceux qui l'ont utilisé. Du coup, tu peux jamais t'engager avec un client en termes de nombre de requêtes parce que leur tarif, il peut changer. En fait, comme tu dis bien, au début, on a une offre je sais pas, alléchant pour qu'on puisse commencer, mais dès que ça commence à prendre la sauce et au moment où tu dois tirer profil, c'est là où ça commence à coûter cher. Et du coup, si tu as facturé au client au début par rapport à ta première tarification, ça va changer certainement par la suite. Après, les tarifications AWS sont assez transparentes. Donc, tu peux aller regarder quelles sont leurs tarifications. Mais ils ne changent pas. Après, ils ne changent pas souvent. Non, ils ne changent pas. Mais je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est vraiment le principe de la commodité. Il faut voir ça, c'est ta facture EDF, quoi. Enfin, EDF, il s'engage à ce que tu vas payer tous les mois à peu près la même chose. Et puis après, ils voient comment tu as consommé et ils te font un ajustement. D'accord, ils disent, en fait, tu as consommé plus d'électricité, tu dois payer, et ton nouvel échéancier, il va être plus imposant. En fait, toi, si tu revends des services, il faut que tu le vois de la même façon, quoi. Ouais, donc tu vas prévoir à peu près, tu peux pas dire, en fait, en fait, le premier mois, ouais, vous êtes 10. Ouais, j'ai ma facture. En plus, tu es dans le free tier pendant un an, donc en gros, tu vas payer 0, quoi. Parce qu'en fait, il y a 12 mois. Après, il y a ce qui s'appelle le free tier. Tu as 12 mois où tu payes rien pour utiliser quand même un grand nombre de services.
C'est comme les dealers, quoi. Les premières doses sont gratuites. Voilà, voilà. Et une fois que tu prends goût, une fois que tu as fait un locked-in, t'es mort et après tu continues. Donc, il faut passer la facture directement au client et être transparent. Tu peux pas, Alors, par exemple, après, c'est plus compliqué. c'est plus compliqué. Hein. Moi, j'ai fait ça. Hein. Des clients qui disent bah, non, moi, je veux une facture, je veux savoir combien ça va me coûter par mois. Après, effectivement, donc là, il faut avoir de la marge et puis être capable de dire je reviens quand même tous les 6 mois ou tous les ans, voilà, façon EDF, en disant bah ouais, on a vachement plus consommé. Attention aux bandes passantes. Franchement, là, ça monte vite et le storage. Quoi. Ouais, mais tu peux quand même avoir un feedback pas en temps réel, mais à la journée. C'est-à-dire à la fin de chaque journée, tu peux quand même réajuster éventuellement. C'est-à-dire tu vas pas être pris par surprise à la fin du mois quand tu vas voir tomber la facture de 20 000 euros. Après, ouais. Et puis tu as plein de systèmes d'alerte aussi. Hein. Plein de systèmes d'alerte. Mais disons que quand enfin, sur le serverless où tu payes vraiment de façon, voilà, plus tu as de requêtes, plus tu payes. C'est vrai que ça peut aller vite. Par exemple, si tu as une machine EC2, tu sais combien elle te coûte à l'heure. Donc, tu es capable d'estimer le prix au mois. Exactement. Tu vas provisionner une machine, une EC2 M3, ça coûte tant de dollars de l'heure et ça facture à l'heure, donc tu es capable de dire exactement combien ça te coûte en mois. Après, tu as une dégradation de service si tu as trop de requêtes et qu'il faudrait avoir une instance supplémentaire, mais tu es capable. Sur le serverless, si tu es successful, tu payes. Et c'est là où tu commences à optimiser et éventuellement à prendre tes propres C'est là instances. après, exactement. Ouais. Après, non, mais c'est. Ouais. Donc, en fait, mais moi, ce que vraiment j'ai du mal avec Amazon jusqu'à maintenant, c'est qu'en fait, le temps qu'on passe pas à apprendre d'autres langages ou autres, on dit que c'est simple à appréhender, mais derrière, pour tout comprendre l'usine à gaz, tu passes du temps à apprendre. Donc, en fin de compte, l'apport, à part le déploiement dans un serveur là où tu maintiens pas ton infra, c'est tu as un investissement en apprentissage pour comprendre tout leur mécanisme. Après, c'est sur le long terme, hein, c'est sur l'idée du cloud. Hein. C'est pour passer du on-premise au cloud, il y a un coût, mais qui est censé être amorti entre guillemets assez rapidement. Et puis là, pour nous, en tant que dev, ce qui est pas mal, c'est que c'est le leader, quoi. Si on investit éventuellement, on est sûr que ça pourrait être utilisé, quoi, soit pour nos propres produits entre guillemets ou applications, soit pour revendre le savoir-faire en consulting. Ce qui est important en plus, c'est après comme c'était dit, hein, il y a 300 000 services. Ce qui est important, c'est de se focaliser sur ceux qui vont être importants. Si tu commences à vouloir regarder tout ce qu'il y a, effectivement, tu en as pour un mois de lire juste les descriptions de tous les services. Ouais, ça c'est si tu veux développer un consulting d'expertise. Ouais. Disons que j'avais 2 autres questions là. La première, c'est est-ce que c'est, par exemple, si on veut développer une appli multiplateforme, voilà, que ça fasse du web classique, du Android, iOS, etc. Est-ce que ça va aider là-dessus? Oui, en fait, on peut faire, Amplify, ça supporte le multi-backend. C'est-à-dire que tu peux avoir une appli web, par exemple en React, et ton appli React Native, et ils interrogent le même backend. D'accord, ok, mais niveau front-end, ça va pas aider en fait. Amplify, c'est vraiment ça aide pour le back, mais niveau front, on est que. Non, niveau front, non. Faudrait mettre par exemple un flûteur devant ou quelque chose comme ça. Quoi. Si tu veux faire du cross-platform, ouais. D'accord, ok. Et deuxième question, c'est par rapport à entre guillemets à la pérennité, parce qu'on voit des fois même les majors comme Google, on a l'impression qu'ils ont tendance à zigzaguer, à faire des frameworks, puis à passer à autre chose. Est-ce que c'est ce projet-là, enfin toi qui le suis justement peut-être depuis 2017, je ne sais pas depuis quand tu utilises, mais bon, il y a quand même quelques années de recul, est-ce que c'est vraiment quelque chose dans lequel Amazon investit à fond et qui est vraiment toujours l'avenir, c'est-à-dire en gros l'unique point d'entrée dans Amazon si on veut avoir du développement de back-end super facile, quoi. Ils investissent beaucoup sur ce framework parce que la communauté devient de plus en plus large. C'est ce que je sais. Moi, je l'utilise depuis un an, je pense. J'ai écrit quelques articles dessus. Dernièrement, AWS m'a contacté justement pour
si je peux écrire beaucoup plus d'articles sur ce framework. Et ils m'ont dit que voilà, ils misent beaucoup sur ce produit, quoi. On va savoir aussi qu'Amplify est là depuis 2017, mais avant, ils avaient d'autres produits qui existent toujours, qui sont utilisés aussi dans le mobile. Donc, c'est pas juste leur début de leur effort dans le monde du mobile, c'est juste la continuité d'essayer de rendre les choses de plus en plus simples et d'avoir une offre compétitive par rapport à Firebase, à Azure et à tous les autres services. Parce qu'en fait, ce que rapporte Amplify du plus, c'est juste la facilité d'intégrer les différents services d'AWS. Parce qu'avant Amplify, on pouvait utiliser le service d'authentification d'Amazon, mais tu devais le faire manuellement. Alors que là, avec quelques commandes, comme on a vu, on a tout ce qu'il faut. Et, excuse-moi, juste par rapport à Amplify, est-ce que ça peut être qu'une interface de proposition de web service REST, style Spring Boot ou autre? Là où on n'expose que des web services et on utilise d'autres interfaces graphiques, iOS, Android, pour accéder à ces web services. Oui. Mais par contre, tu utilises Top Service. Ouais, tu utilises Amplify pour faire ça. C'est celui-là, AWS App 5, pour créer des API. Ok. D'accord. Il n'y a aucun risque, à ton avis, que ça se fasse un peu cannibaliser, quoi? Parce que par exemple, je pense à Google, en fait, il y avait Angular, et puis là, je sais pas, ils font d'autres produits Flutter à côté. On ne sait pas trop où ça va, quoi. Un peu comme Microsoft aussi, depuis toujours, entre guillemets. Voilà, on se souvient tous aussi de Warlight, peut-être, sont connus, ou d'autres choses. Ils développent un produit, puis après, il y a un changement de direction, ils en font un autre qui cannibalise. Voilà, et puis ils se mangent des parts de marché comme ça. Donc, à ta connaissance, il n'y a pas d'autres projets qui risqueraient de prendre le dessus Non, pas à ma connaissance. D'accord, ok. Après, malheureusement... Vas-y, Olivier. Moi, je veux dire, malheureusement, c'est l'innovation. Hein. C'est comme ça que les choses avancent. Et on a tous investi dans la technologie à un moment ou à un autre dans notre carrière qui ont disparu depuis. Ouais, non, bien sûr, mais au moins quand tu pars, que tu partes pas entre guillemets perdant. C'est-à-dire si tu pars sur une techno et que l'éditeur de la techno est déjà en train de faire autre chose, là c'est pas bon. Par contre, effectivement, s'il n'y a rien à l'horizon, bien sûr, c'est. En fait, je pense Amazon de ce côté-là, ils font d'autres choses qui vont éventuellement remplacer AWS Amplify, mais le voit le plus comme une évolution et le fait que tu as appris les technologies AWS fera que tu sauras utiliser la nouvelle évolution qu'il y a derrière, qui normalement devrait rendre ta vie encore un peu plus simple que ce qu'elle était avant. Voilà, mais après, malheureusement, avec Angular et Flutter. Ouais, vas-y, oui. Et, comme tu le dis bien, avec Angular JS, on a fait moi personnellement, j'ai eu la même surprise. J'ai passé à Angular. Hein. De toute façon, on a choisi un domaine où il faut suivre. Et dès que tu lâches 1 an ou 2 ans, tu es dépassé. Il faut courir derrière pour s'entraîner davantage. C'est vrai que c'est pas évident, mais bon, ça crée de l'emploi. D'autres questions liées à AWS? Costa là sur le chat. D'autres alternatives au serverless? Pardon? C'est Costa qui parlait sur le chat. Il demande s'il y a d'autres alternatives au serverless. D'autres alternatives, il y a, comme vous avez dit, Firebase, il y a Azure de Microsoft. Il y a Azure. Et s'ils ont des frameworks équivalents? Oui, tous. Azure, ils ont le des Mobile App Center. Équivalent, non, je ne connais pas. Et Firebase aussi, tu fais l'authentification et tout ça en direct. Alors, je ne sais pas s'ils ont intégré ça avec un composant UX déjà ou pas. Mais oui, c'est des offres similaires. D'accord. App Center pour Azure et Firebase pour Google, ça. Ouais. D'accord. Qui ont tous des fonctionnalités pour faire aussi push notification et tous ces trucs-là. Toutes les fonctionnalités qui aujourd'hui sont un peu standards dans les applications mobiles, ils ont tous quelque chose pour l'intégrer. D'accord.
Est-ce que quelqu'un, à propos de ces offres chez les gros acteurs, là, Microsoft, Google, Amazon, est-ce que quelqu'un a une idée de la popularité respective de leur part de marché? Est-ce que les grosses applis, elles sont chez qui? C'est équilibré ou pas? Quelqu'un a des infos là-dessus? Je veux dire que Amazon est devant. Ouais. Clairement. Derrière, vous avez Largement. Azure. Sur le mobile? Sur- Ouais, sur Grégory, tu Ouais, as l'air Ouais. d'avoir d'autres données. Ouais, sur les hébergeurs, numéro 1, donc mondial, on parle vraiment de part de marché mondial là pour le coup. Il y a AWS en 1, Azure en 2. Alors Cocorico, c'est OVH en 3. Ouais. Euh, Et et d'ailleurs, il faudra après, regarder s'ils ont une offre. ouais. Alors Ah, Le- mais pour OVH, le ils sont coup, pas là. Tu te rappelles, Olivier, de la dernière, non, pas celle d'avant, celle de avant, Confluent, un truc comme ça. Il y avait, enfin, celle qui était à Nice. Je sais pas si tu te rappelles l'outil, comment il s'appelle. Ouais, c'était Contentful. Contentful, bah, il se base en fait sur pas mal de services AWS. Ouais. Mais après, les grandes boîtes sont même sur plusieurs services de cloud. Comme ça, si jamais il y a Ouais. un data center qui tombe, et bah, ils vont chez le voisin. Puis même des fois, c'est Ouais. pour des services un peu différents ou pricés différemment. Il faut... Mhm. Par exemple, je sais que là où je suis, dans une BFI à Paris, ils ont d'Amazon évidemment, ça c'est le principal, et puis ils ont aussi du Google Cloud. alors justement, j'en reviens à ma notion de dépendance de tout à l'heure. Le fait qu'il y ait quand même des sacrées montagnes russes entre les technos et les Du Azure, services je crois aussi. Pardon. qui apparaissent et disparaissent. Du coup, le fait d'être sur vraiment une dépendance sur du AWS, par exemple, est-ce que c'est pas déjà se tirer une balle dans le pied au niveau projet? De toute façon, soit tu dépendras d'AWS, de Microsoft ou de Google. Après, Tu tout passeras 2 ans à dépend. faire ton truc toi-même. Ouais, après, tout dépend en fait de la stratégie que tu veux. Si tu fais du pass actuellement, j'ai vu qu'il y a des initiatives avec Spring Cloud ou avec d'autres des technos où tu fais ton backend toi-même. Et là, tu peux le porter et l'héberger chez chacun. Mais ça nécessite, c'est dans des grandes boîtes, là où j'étais, c'est vrai qu'on le fait, mais pour des petites boîtes, c'est très intéressant dans le fait où, avec un ou deux développeurs, tu peux déjà déployer une application assez rapidement. Donc, tout dépend. En fait. Après, dans les notions de microservices, on est de plus en plus dans l'idée de développer un module et au bout d'un an, on le jette et on crée un autre truc tout nouveau avec plus du packaging. Donc, j'avoue que maintenant, on fait de plus en plus de jetables et il faut que ça soit la granularité et l'architecture, il faut que ça soit prêt à être jeté à un moment donné où on n'est pas satisfait du service, du AWS ou autre. En fait, J'ai- il y a une balance à avoir entre est-ce que je vais sur AWS et je veux vraiment optimiser mon utilisation, c'est-à-dire que je vais devoir investir dans vraiment les services donc, qui sont vraiment à un haut niveau d'AWS, par exemple de machine learning aussi, etc. Et dans ce cas-là, j'optimise mon utilisation d'AWS, mais je vais être dépendant d'AWS. Ou alors, j'utilise des choses qui sont un peu qu'on se retrouve. Alors, effectivement, il y a de l'abstraction, Spring Cloud pour du développement. Il y a aussi des outils comme Terraform qui font de l'abstraction du déploiement d'infrastructures, par exemple. Mais dans ce cas, tu vas pas pouvoir optimiser l'utilisation d'un service. Forcément, si tu utilises un service très spécifique d'AWS, tu ne vas pas le retrouver chez Azure, en tout cas pour l'instant. Après, ils suivent toujours, hein, mais avec un décalage. Et ça, c'est la balance que tu dois définir. En fait. Comme une fois de plus, vu qu'on est, je pense, avec le leader, c'est là pour rester. Déjà, je pense qu'à ce niveau-là, il y a peu de risques. Et aussi en termes de prix, j'ai l'impression que c'est très honnête, surtout qu'il y a quand même pas mal de concurrence, quoi. Il y a Azure qui a bien percé le marché. Il y a Google Cloud qui est, entre guillemets, qui est pas loin, toujours en embuscade. Donc là, enfin, vu le marché actuel, les prix sont maintenus bas, quoi.
C'est plutôt voilà, l'IT à l'ancienne qui coûte une fortune avec tous les fournisseurs qui n'hésitent pas à tabasser les entreprises parce qu'elles savent qu'elles ont du cash et du budget IT. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas vraiment de risque. Effectivement, on se met pieds et poings liés peut-être à une plateforme, mais ça ne va pas nous coûter les yeux de la tête. Après, il y a une autre problématique aussi par rapport à tout ce qui est juridique. Moi, je le vois de plus en plus. Tu as des boîtes et des entités qui refusent d'être hébergées sur du Amazon ou sur du Azure parce qu'ils ont peur de la fuite des données hors Europe. Et donc ça peut devenir problématique par contre, parce que le fait d'être lié ne te permet pas de rapatrier, entre guillemets, ton infra en Europe. Oui, et même l'inverse. Je crois que chez Amazon, j'ai vu qu'en fait, tes données, ils sont accessibles par les Américains. Et on est dans une période spéciale où on va tout remettre en question. Bah, Faut savoir que Alors après, vas-y. c'est vrai que les gros clients, moi, ça m'avait surpris. Ils sont de moins en moins frileux. Par exemple, la grosse banque dont je parle, quand je suis parti il y a quelques années, ils n'étaient pas du tout chauds pour ça, justement, en raison de ces problématiques, effectivement, d'hébergement. Mais je crois que, justement, Amazon, notamment, a mis, entre guillemets, beaucoup d'eau dans son vin. Et ils ont notamment, je crois maintenant, alors faut à vérifier, hein, mais des data centers qui sont vraiment en Europe, on va dire continentale, et ils Ah non, en garantissent plus ou France. moins que ça, même en France. Hein. Ben voilà, donc et puis même aussi pour des raisons de performance, parce qu'ils l'ont pas fait seulement pour des raisons de compliance, mais aussi pour des raisons de performance. Que les deux, des fois se retrouver avec des lags pas possibles parce que ça doit traverser l'Atlantique, c'était pas, ou alors aller en Irlande, je sais pas, c'était pas forcément acceptable. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont débloquées et là, ils ont du coup sorti beaucoup de leurs choses vers Azure là. Là, tout le cloud maintenant est provisionné sur Azure, alors que l'infrastructure avant était essentiellement on-premise. Après, j'avoue que cette période Covid-19 Ah bah ça c'est vrai. va remettre en question toutes ces idées de souveraineté des données, de souveraineté de la data. Donc, tu vois, c'est des stratégies qui peuvent changer. Après, le désavantage, comme il disait quelqu'un tout à l'heure, je pense que c'est Henri, oui, comment on peut sortir, ou c'est Grégory, comment on peut sortir. Et si tu ne peux pas sortir, ben là, je pense qu'il y aura Bah, du code à faire de après, partout. il y a toujours un coût à sortir, quoi. Mais c'est pour ça que je crois qu'il y a des services qui, eux, de base, sont directement déployés sur trois infrastructures, quoi. En gros, passer de l'une à l'autre, c'est quasi instantané. Mais sinon, là, ça, c'est effectivement, si tu as tes données dans une base, on va dire, orientée documents, normalement, tu la sors, tu la réimportes dans une autre base orientée documents, ça pose pas de problème. Le code, lui, il n'y a pas de souci, peut s'exécuter n'importe où, hein. Si c'est une appli, par exemple, Node.js, normalement, ça aura un coût de migration, mais je pense pas que ce soit phénoménal. Après, c'est plus peut-être sur des services un peu plus spécifiques, genre si tu fais du stockage S3 glacier, effectivement, est-ce que tu trouveras facilement l'équivalent à côté? Ça fonctionnera de la même façon. Il y aura un peu de réécriture de code, c'est sûr. Mais je pense pas que la migration soit si coûteuse que ça, d'un service à l'autre. De toute façon, quand on développe généralement une application, c'est pas forcément là qui est le plus gros du coût, hein. Tout ce qui est entre guillemets tuyauterie externe. C'est plus souvent bah, voilà, les interfaces graphiques, la logique applicative, la logique métier, c'est tout ça les tests, c'est tout ça qui prend beaucoup de temps, quoi. Bon, après, J'ai avoir modéré pas, appli par appli, quoi. j'ai pas encore entendu parler de boîtes qui se sont plantées à cause de ce genre de choses. Que même quand on pense par exemple Parse, qui a été racheté par Facebook, et après Facebook a dit bah voilà, dans un an on termine et vous devez partir en open source, vous mettre sur vos propres serveurs et ainsi de suite. La plupart des boîtes ont fait leur migration derrière sans trop de problèmes. Après, sauf celles qui, bien entendu, n'avaient plus forcément de fonds pour avancer, mais ça fait partie du coût opératoire, j'ai envie de dire, des choses presque. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non? Quelqu'un d'autre qui veut parler d'AWS et des applications mobiles sur un autre sujet dans quelques mois? Pas de volontaire? Il y a quelqu'un a une appli là qui utilise un de ces services de cloud aujourd'hui en production? Non. Dommage. Pour info, à une autre époque, hein, en 2017, j'avais développé sur AWS, donc c'est pour ça que ça m'intéressait de voir où ça en était.
Donc là, c'était plus à l'ancienne. J'avais passé du EC2, du S3, et c'était combiné avec, je suis encore oublié son nom, bref, une autre plateforme d'hébergement, mais elle qui était pour du Node.js. Voilà. Et Amazon servait essentiellement de back-end pour le stockage S3. Enfin, j'en garde plutôt un bon souvenir parce que l'API est assez bien foutu, ça réagit, c'est très performant, c'est pas très coûteux. Par contre, il y a des fois des choses un petit peu tricky, quoi. Par exemple, il y avait des problèmes avec des problématiques de sécurité corse. Et heureusement, il y avait un gars sur Stacko qui a sorti de je ne sais où le fixe. Mais c'est vrai que sinon, c'était vraiment un point bloquant, quoi. Voilà, c'est ça qui foutait l'application à terre parce que l'idée, c'était d'avoir, au lieu de, par exemple, c'est une application dans l'immobilier où il y avait beaucoup justement d'images, donc d'import et de visualisation. Et l'idée, c'était pas d'étrangler le serveur, de pas gérer en fait l'import et l'export d'images côté sur notre back-end physique. Enfin, et là, l'avantage de l'exporter sur S3, c'est que directement depuis le client, tu uploads sur S3 et depuis le client, forcément, tu downloads parce qu'après, tous les liens en fait IMG dans l'application pointaient directement vers des buckets S3. Donc ça, c'est très très pratique. Ça fait que le coût en infrastructure pour le serveur coûte rien, quoi. Ouais, le seul reproche que j'avais quand j'ai travaillé sur les projets avec AWS, c'était côté de la documentation. J'ai jamais trouvé la documentation AWS très super. J'ai trouvé qu'il y a d'autres services qui se débrouillent mieux. Azure, de ce côté-là, je trouve que ça se débrouille mieux pour les documentations. D'accord. C'est vrai que sur ce point-là, par exemple, qui nous avait bloqué, c'est clair que la doc n'en parlait pas. Ouais. Clairement, ils vont pas documenter malheureusement chaque petit paramètre, ou alors quand ils vont le documenter, des fois il y a des paramètres un petit peu exotiques qui sont avec une documentation lapidaire, quoi, inutile, quoi. C'est-à-dire, ils l'ont documenté pour dire qu'ils l'ont documenté parce que quelqu'un avait une barre, on va dire, d'accomplissement à remplir à 100%, mais derrière, c'est pas exploitable. Ouais, ça fait un peu peur. La documentation, c'est quand même un peu fondamental. Quand tu as un service avec 300 000 verrues dans tous les sens et qui est mal documenté. Bah, disons, le problème, c'est si tu tombes sur des cas un petit peu en coin. Voilà, comme moi, j'étais tombé sur cette problématique-là de sécurité. Mais si je suis peut-être un mec sur, je sais pas, sur 20, 30, je ne sais pas qui a cette problématique-là. Bon, par contre, tu as une grosse communauté, quoi. C'est l'avantage. Ouais, complètement. Exactement. C'est ça l'avantage d'être avec le leader, quoi. Amazon, quand ils nous ont démarché, nous, ils nous ont vendu du support ultra réactif, ultra personnalisé. Dans la vraie vie, c'est ça ou non? J'ai pas fait appel au support, moi, c'était plus la communauté. Après, ça dépend de ta. Enfin, tu as plusieurs niveaux de support. Donc, quand tu as ton compte, tu as un accès support. Donc là, bon, il y a des SLA, hein, après, je sais plus, mais bon, genre, si tu as vraiment un compte basique, comme on doit en avoir tous si on a un compte perso, et qu'on paye pas plus, bon, ça te répond dans quelques jours. Après, tu peux payer. Ouais, justement, moi, il m'avait parlé du support premium voilà. Et là, après, effectivement, pour un client, on a un support premium sur la prod. Et là, on nous répond en 1 heure et c'est du chat live à chaque fois, screen sharing quand il y a des problèmes. Après, c'est quand même un peu avec Microsoft, hein, par exemple, Microsoft, ils font un support premium, entre guillemets, où ils peuvent carrément t'envoyer le consultant dans tes murs, hein. Par contre, c'est 2 000 € ou 3 000 € au jour. Mais qui en a besoin, enfin, c'est des choses qui arrivent une fois par an et encore, quoi. Après, ça dépend, tu vois. General Electric, qui est un très très gros client d'Amazon, je sais qu'ils ont 27 personnes, donc ils ont une BU entière. Il y a 27 personnes de chez Amazon qui travaillent à plein temps pour General Electric, sur tous les problèmes de General Electric, etc., qui sont là à leur disposition. Donc eux, quand ils posent une question, ils ont la réponse tout de suite. Voilà, ça justifie. Dernièrement, j'étais sur un autre sujet, enfin, c'était un peu d'autres applications, là, c'était chez un asset manager. Effectivement, ils changeaient de logiciel, et ben, l'éditeur du logiciel, entre guillemets, envoie une équipe, enfin, c'est pas gratuit, hein, il les fait payer, hein, une équipe de consultants vraiment dédiée à cette entreprise, à ces problématiques-là. Mais voilà, mais souvent c'est temporaire, quoi. C'est le temps de tout setuper, de tout mettre en branle, et après l'équipe est réduite. Mais bon, si tu as vraiment une application production qui
fait vraiment enfin, du business, etc., ça vaut le coup d'avoir, je crois que c'est 100 $ par mois ou quelque chose comme ça, et tu as vraiment le support est plutôt réactif à ce niveau-là. Enfin, nous, on l'utilisait, il y avait des problèmes des fois, voilà, hein, normal, et c'était plutôt réactif. Ouais. D'accord. Cool. D'autres points? Une dernière question? Bon, bah, on va s'arrêter là, en ce cas-là, s'il n'y a pas d'autres questions. Parfait. Merci beaucoup, en tout cas, à vous tous d'avoir appelé, d'avoir écouté la présentation. Merci à toi, Khalid, d'avoir fait une super présentation ce soir. Merci à vous. Le mois prochain, je ne me souviens plus, Laurent, est-ce que tu te souviens de quoi on parle? Le mois prochain, on devait, alors je sais où on devait être, il mange le sujet. Attends. Bah si, c'est le mois de mai. Si je ne fais pas d'erreur, c'est mon ami qui va venir présenter le projet de startup qu'ils font sur la validation des in-app purchase. Ils sont en train de lancer un service pour le faire automatiquement pour vous, pour pas qu'on ait à faire ça dans notre code nous-mêmes. On postera les informations sur le site du Meetup. Et puis j'espère qu'on vous recroisera le mois prochain. Merci à tous. C'est quoi le problème à valider les in-app purchase avec le code natif? J'ai pas compris. Si tu veux le faire correctement, il faut le faire côté serveur, et donc il faut écrire du code côté serveur, et il y a de la logique à maintenir, ainsi de suite. Et comme toute bonne chose qui est répétitive et classique dans le monde des applications mobiles, quelqu'un veut créer un service autour de ça pour te simplifier la tâche. C'est étrange que les toolkits de base ne le facilitent pas. Je suis assez étonné parce que moi j'ai un petit in-app purchase dans son Mhm. coin qui vaut pas grand chose et j'ai aucun back-end qui fasse quoi que ce soit. Et si tu lis la documentation d'Apple, ils te diront que le receipt, il faut le valider sur ton serveur et pas sur. Moi je fais que du Android moi. Et donc Apple, Ah, je sais pas comment ils sont démerdés là-dessus, mais ça me paraît tordu leur truc. je connais pas les règles Android. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, tu fais ce que tu veux. Écoute, Sébastien, tu pourras en apprendre plus le mois prochain si tu veux. Ouais. Comme ça, il y aura une clarification là-dessus. Et puis, on fera tourner ça le mois prochain. Si jamais vous avez des questions, des messages, n'hésitez pas. On a un Slack que vous pouvez rejoindre. Vous pouvez envoyer des questions sur la messagerie du Meetup. Et on essaye de s'organiser. Parfait. Bon, merci beaucoup en tout cas pour l'organisation. Merci Khalid pour la présentation. Merci à vous. Au revoir tout le monde. Bonsoir. Au revoir. Merci. Soirée. Au plaisir. Au revoir, merci.